Salut tout le monde, bienvenue dans le backstage d'entrepreneuriat. Encore une fois, aujourd'hui, on va tasser le rideau de la scène entrepreneuriale. On va aller discuter un peu de ce qui se passe dans les coulisses. Donc, au-delà de nos besoins de savoir-être et de stratégie d'affaires, c'est quoi nos réelles réflexions et besoins nécessaires en affaires? Mon nom, c'est Catherine Robillard, passionnée d'entrepreneuriat. Je vous accompagne à concrétiser vos ambitions, mais surtout de vous bâtir un plan de match de développement d'entreprise, évidemment, qui fait du sens pour vous. Très heureuse de mon invité aujourd'hui qui nous a accordé de son précieux temps. Il a d'abord étudié en droit avant de rejoindre l'entreprise familiale qui a été fondée par son père il y a plus de 35 ans. Il s'est aussi impliqué dans différents comités d'administration, de philanthropie. Il a ouvert aussi des succursales de franchises comme Allô Mon Coco puis Mr. Puff. Il anime 2 podcasts, dont un Expresso avec Angelo et son dernier projet de cœur auquel j'ai vraiment hâte qu'on discute aussi, c'est Grain d'espoir. Alors, sans plus tarder, je vous présente Monsieur Angelo Rubino. Salut! Salut Catherine, ça va bien? Oui, ça va super bien. Vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité d'échange-là avec toi. Je te remercie encore une fois. Merci. Merci de l'invitation. Ben, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on va jaser un peu reprenariat. On va jaser un peu aussi cheminement personnel, veux pas, parce que tu es quand même on va le dire, un certain livre ouvert. Tu as quand même mentionné un peu par quoi tu as passé aussi dans ton parcours. Ça vient influencer aussi comment tu t'impliques dans les différents projets entrepreneuriaux. J'ai envie qu'on jase de tout ça. Fait que, comme je disais en introduction, ton père, dans le fond, il a bâti l'entreprise, il a fondé l'entreprise Chaussures Rubino. Ça fait quand même plus de 35 ans. Je me demandais comment c'était de grandir avec un père entrepreneur qui avait sa boutique. C'était-tu quelque chose qui était impressionnant pour toi? Tu disais-tu, wow, j'aimerais ça vivre ça moi aussi, ou pas du tout, tu n'avais pas d'intérêt? Wow! Je pense que pour moi et pour nous, pour ma famille, on est juste nés là-dedans. C'était qu'est-ce qui était le naturel. On connaissait rien d'autre que avoir une entreprise, le travail. Mon père, c'est un forcené de travail, là. Encore aujourd'hui, il travaille très fort. Il s'occupe du développement des nouveaux magasins, tout ce qui est l'immobilier. Et à ce moment même, là, il est sur le chantier. Okay. Moi, j'ai la chance d'être dans le studio ici de podcast et de faire une rencontre comme ça avec toi. Mais c'est un petit peu grâce au travail qui a été fait par mon père qui a un petit peu défraîchi la terre. Mais effectivement, lui, c'était un gars old school qui a fait le travail, là, une boutique à la fois. C'était une personne qui travaille 7 jours par semaine, qui ne connaît pas l'équilibre dans la vie, qui est pas équilibré dans sa vie. C'est 99% du travail, puis 1% le reste. Je pense que nous, on est nés là-dedans, on a un petit peu cette fibre-là, ce sentiment-là d'urgence. Moi, quand ça va pas assez vite, là, je m'énerve. Je suis quelqu'un d'un peu impulsif. Puis tu as dit que je suis un livre ouvert. C'est exactement ça. Ce que tu vois, comme on dit en anglais, what you see is what you get. Ouais. J'essaie d'être vrai, authentique. Puis ça vient un petit peu de l'éducation puis de la façon qu'on a été élevé. Je pense que c'était ça un petit peu l'entreprise familiale. Est-ce que je me sentais qu'un jour j'allais reprendre ça, j'allais de là-dedans? Je pense que ça a toujours été ça le plan. J'avais pas vraiment d'autres options. C'est comme pas. C'était même pas un choix, en fait. C'était comme la suite logique des choses. C'était l'héritage. C'était, comme on dit, the legacy. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ouais, OK, je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ben, j'y vais par choix? Je pense que je me pose encore la question si je suis fait par ça. Puis je pense que c'est tout à fait normal de se poser ces questions-là, peu importe notre âge, peu importe notre vocation. Je pense que depuis 5 ans, j'ai l'impression d'être sur mon X, là, puis de faire de vraiment me sentir à ma place. Au niveau de Rubino, on va parler de chaussures Rubino, mon rôle, il a juste comme diminué depuis quelques mois, quelques années. Donc, je suis bien moins impliqué que j'étais dans les opérations quotidiennes. On a la chance d'avoir une grande équipe ici. Moi, je suis plus maintenant au niveau du développement des affaires, au niveau des nouveaux projets, au niveau de la création du contenu. Puis là-dedans, j'ai inclus le podcast. Puis moi, ce que je voulais, c'était créer un podcast pour
justement, c'est comment, tu sais, l'envers de la médaille pour parler des vraies choses, pour dire, hey, il y a des humains en arrière de ces entreprises-là. Ouais. On va parler de notre parcours en toute honnêteté, en toute franchise. Tu sais, la rigoureuse honnêteté de dire, ben, c'est pas tout le temps facile. Voilà les défis qu'on a eus. Est-ce que c'est encore un défi aujourd'hui? Oui, tu sais, nous, on est dans le commerce de détail. Donc, y a-t-il quelque chose de plus difficile? Peut-être la restauration, puis on est un petit peu là-dedans aussi. Fait que c'est comme, je me pose la question à tous les jours, comme tout le monde. Il y a des jours où est-ce que j'ai envie de, je sais pas moi, changer de vie, changer de place. Puis il y a d'autres places il y a d'autres fois que je me sens extrêmement heureux puis content d'être là. Ouais. Mais c'est une montagne russe. Comme tout le monde, on vit des émotions. Qu'est-ce qui nous drive aujourd'hui? Ben, ça change avec le temps, tes motivations. Mais là, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Alors, tu sais, je me dis, ben, il faut que je continue pour eux parce que j'ai envie de leur léguer, comme mon père il a fait avec nous, j'ai envie de leur léguer quelque chose puis qu'ils continuent. Fait que j'ai un petit peu le même genre de thinking que pouvait avoir mon père il y a 30 ans, j'imagine, 35 ans quand il a commencé. Il a souvent dit que tout ça, il l'a fait pour nous. Après, est-ce que c'est. Je pense que tout le monde fait un petit peu pour eux aussi. Ben, surtout d'améliorer notre sort. Mais non, je pense que si je continue, c'est ça ma motivation principale, la famille, les enfants. Oui, oui. Puis on se rejoint aussi beaucoup sur le fait qu'on veut mettre de l'avant ce discours-là de c'est quoi vraiment la réalité des gens entrepreneurs qui sont en affaires. C'est pas si Mais tu sais, glamour que Catherine, ça. l'affaire que je veux démystifier, là, c'est que c'est pas jet set du tout. C'est difficile. Regardez, juste la semaine passée, il y a un employé qui nous a fraudé 33 000 on a des problèmes de ressources humaines, de personnel. On a des magasins qu'on a de la misère à ouvrir parce que les gens ne se présentent pas, parce qu'il faut courir à droite, à gauche. On a 30 succursales un petit peu éparpillées à travers le Québec. On a de l'immobilier. Donc, quand il y a un problème, il y a un tuyau qui pète, puis je peux vous en parler, là. C'est pas évident qu'est-ce qu'on fait. Je disais ça ce matin avec quelqu'un au téléphone. Hier soir, là, j'avais l'impression que j'étais en train de ma tête allait exploser. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais c'est ça, être, j'imagine, être en affaires. Puis, c'est comme je disais, c'est une montagne russe. Il y a des moments qui sont plus difficiles et des moments qui sont plus le fun. Mais c'est un constant apprentissage, en fait. On est en continuelle adaptation avec ce qui est là. J'étais curieuse de voir un peu, ça a été quoi tes premières leçons entrepreneuriales? Tu sais, quand tu as commencé à joindre les rênes de l'entreprise familiale, comme tu disais, il y avait quelque chose d'un peu convenu, que c'était une suite logique pour toi, mais en même temps, tu t'es comme retrouvé à apprendre un peu l'entrepreneuriat pour toi, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça a été quoi les premières reality check puis les premiers apprentissages que tu as eus? Très, très jeune âge. Mon père, il nous a amenés avec lui. J'ai un frère jumeau. On était 2 gars. On avait une sœur, on a encore une sœur qui est plus jeune. Fait que, tu sais, dans cette mentalité un peu, on va dire, gréco-romaine, un peu old school, c'est les hommes qui vont aller travailler, puis ma sœur, c'était la princesse. Ça pouvait pas. Donc, mon père nous amenait avec lui. Il m'amenait dans un magasin, il amenait mon frère dans un autre succursale, puis on travaillait. Fait qu'à la base, ce que j'ai appris, c'était toujours de montrer l'exemple, travailler fort. Puis il nous disait depuis qu'on était jeunes, hey, c'est toi le futur président, c'est toi le futur vice-président. Il nous a mindé. Et là, il disait, bon, mais quand tu arrives là-bas, là, je vais regarder c'est quoi tes ventes. Il faut que tu sois le meilleur vendeur. Il faut que tu places le magasin, il faut que tu laves le plancher. Je me rappelle de lui avoir dit, mais là, on n'a pas des employés. Je suis supposé être le futur président ici, futur vice-président, peu importe. On n'a pas des gens qui font ce travail-là pour nous. Comme il a dit, mais tu n'as pas compris rien alors. Ton travail, c'est de travailler plus fort que les autres. Il dit, si tu penses que les autres qui travaillent pour toi, ils vont le faire ou ils vont t'aider, ils peuvent t'aider, mais si tu penses qu'ils vont faire le travail pour toi, toi, tu dois arriver là-bas puis montrer l'exemple. Lead by example, tu dois travailler le plus fort. Puis lui, il disait toujours, il n'y avait pas de téléphone cellulaire à l'époque, mais il disait, si tu es dans le backstore puis tu es en train de lire le journal avec les 2 pieds sur la table, les autres employés vont faire la même chose quand tu ne seras pas là. Là, il m'a dit, prends la mop puis commence à passer la mop, tu vas voir. Je dis, j'avais 9 ans. Là. Je dis, lui, il est fou, là, il veut que je fasse la mop. Donc, j'ai fait ça. J'étais arrivé au magasin un matin puis j'ai rempli le seau de la mop. J'étais arrivé en avant, j'ai commencé à passer la mop.
Ça a pris 2 secondes qu'il y a un employé qui est parti à courir. Non, 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 c'est correct, je vais le faire. C'était ça la différence d'arriver dans un magasin, d'avoir 7-8 ans, d'être arrogant puis de dire moi, je suis le fils du boss, passe la mop, que de le faire. Fait que je pense que j'ai appris ça rapidement. J'ai vu mon père passer à travers des moments difficiles. Le détail, c'est ça. Hein, des fois, tu as une mauvaise saison, là, ton cash flow. On a eu des leçons rapidement que, hey, on peut tout perdre. Là. Il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Puis sois heureux de ce que tu as aujourd'hui. Je pense que ça, je l'ai appris comme quand même assez rapidement. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Je ne me suis jamais pensé mieux qu'un autre. Mon père nous a toujours appris qu'il va toujours en avoir qui sont mieux que nous. La croissance aussi, de toujours essayer de grandir. Pour lui, malgré le fait qu'il n'était pas quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une éducation comme scolaire, il nous a toujours dit, lui, il est allé à l'école de la vie, mais nous, on a la chance d'aller à l'école physique. Donc, c'était important pour lui, c'était important pour nous. Je pense que ça nous a donné aussi une certaine pression de devoir faire mieux parce que mon père, il disait, bon, mais moi, j'ai réussi à faire ça sans aucune éducation, sans même pas à peine parler la langue dans un pays étranger. Là, vous êtes né ici, vous êtes québécois, vous êtes allé à l'école, vous devriez faire encore mieux. Fait que tu pars avec une certaine pression de devoir faire mieux, qu'il y a peu de gens qui comprennent dans le reprenariat qu'on parle, là, puis les gens pensent que c'est facile. Mais oui, mais ton père, il t'a donné ça. Oui, mais ça vient, c'est comme des fois un cadeau empoisonné, je peux te dire, parce que si tu fais pas mieux ou que tu amènes la compagnie, tu la fais descendre, ben c'est toi qui es le responsable. Puis dans le fond, tu es un bon à rien, puis peu importe ce qui s'est arrivé. Fait qu'on a eu cette pression-là rapidement de devoir faire mieux, d'essayer d'amener des nouvelles idées. Je pense qu'on a permis d'avoir une belle évolution avec l'entreprise. Je pense qu'il y a eu un bon shift qui a été fait au cours des dernières années pour essayer de moderniser, changer l'image de marque. Mais c'est pas évident parce que le retail, c'est à chaque 3, 4, 5 ans que tu dois te moderniser puis tu dois changer. Fait qu'on est là-dedans. On a compris rapidement. Puis mon père, c'était quelqu'un qui a toujours réinvesti dans l'entreprise. C'était pas le genre de gars qui allait prendre son argent pour s'acheter une voiture de luxe. Je me rappelle quand j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une voiture, je m'en allais chez Audi. Je ne suis pas un fan d'Audi, je n'ai pas d'Audi, mais c'était ça mon idée de la réussite à 20 ans. Ouais. Puis mon père m'a dit, t'es bien niaiseux. Il a dit, la Audi, là, dans 5 ans, 6 ans, elle va valoir 0. Il dit, pourquoi tu ne l'investis pas à place? Puis j'ai été tellement chanceux parce que j'ai eu un bon mentor comme mon père. Puis c'est ça que j'ai fait. À l'époque, j'avais fait une mise de fonds. On a acheté une propriété à revenus. Puis cette maison-là, ben aujourd'hui, elle a la valeur qu'elle a. Alors que la voiture, aujourd'hui, elle valait rien. Puis, fait que c'est ça. Je pense qu'on a été élevé là-dedans un petit peu dans ce genre de... Incroyable mentor, comme tu dis, justement. Wow, c'est vraiment très riche de pouvoir bénéficier de tous ces apprentissages-là. C'est assez incroyable. Tu dis on quand que tu parles de la direction de l'entreprise, donc président, vice-président, vous êtes 2 frères jumeaux. Diriger avec son frère, c'est facilitant ou c'est irritant? Ou les deux? Prochaine question. OK, on saute. Non, c'est un défi. Je pense que c'est jamais évident parce que, tu sais, avec ta famille, tu vas être toujours très direct et honnête. Il n'y a pas de filtre. Fait que mon frère, il est souvent très direct et dur, ou l'un envers l'autre, sans vouloir dire que lui est plus difficile. Mais rapidement, tu sais, mon frère, lui, après notre bac en droit, les deux, on a fait le bac en droit. Après le bac en droit, moi, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire mon stage pour aller chercher mon titre, tu sais, comme avoir un genre de filet de sûreté que si jamais ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, c'était pas des bonnes années pour nous, là. 2008-2009, là, ça allait pas bien dans l'entreprise familiale. C'était pas les grosses bonnes années. Fait que je me suis dit, si je vais chercher mon titre, il faut que tu fasses un stage de 6 mois après avoir complété le barreau pour pouvoir, après avoir complété l'examen du barreau pour avoir officiellement ta licence. Fait que moi, je l'ai fait. J'étais allé en fait faire un stage, puis ils m'ont offert une job après mon stage de 6 mois. Donc, je suis le seul qui est comme parti pendant un petit bout de temps. J'ai fait 2 ans dans un cabinet. J'ai fait un peu de litige. Et j'ai réalisé que c'était pas mal plus difficile que ce qu'on voyait à la télévision. J'ai réalisé que j'ai beaucoup de respect pour mes collègues avocats parce que c'est très, très, très difficile puis fastidieux comme travail. C'est très stressant.
Donc, moi, après 2 ans, je suis retourné dans l'entreprise familiale. Puis mon frère, lui, il a toujours été là. Il n'est pas parti. Donc, tu sais, c'était comme un peu naturel que lui ait repris les rênes à titre de président et moi à titre de vice-président. Puis j'ai toujours été comme confortable d'être le numéro 2. Et encore plus aujourd'hui, on a fait une intégration ici d'un nouveau système. Puis aujourd'hui, mon rôle, c'est visionnaire. Alors, comme visionnaire, là, je ne suis plus impliqué dans aucune tâche quotidienne. Moi, j'amène des idées. Je suis dans certaines des rencontres qu'on a avec tous nos chefs de département ou les leaders de chaque département. J'amène souvent apparemment des bonnes idées, mais dans l'exécution, apparemment que souvent, je vais créer du chaos. Donc, il faut accepter ses forces et ses faiblesses. Fait que moi, je me suis comme un peu retiré de l'opération au quotidien, puis on a mis des gens en place. Fait qu'il a fallu à un moment donné, quand tu as une entreprise familiale, de ne pas juste toujours avoir des gens en position de prendre des décisions qui font partie de ta famille. Il faut que tu sois capable de déléguer pour t'élever. En anglais, on dit delegate to elevate. Yes. Donc, on a finalement là, fait un switch d'engager des gens compétents. Donc là, on a par exemple un directeur des ventes, un directeur marketing. On leur a donné les budgets, on leur a fait confiance. On a des KPIs à chaque semaine, on compile nos résultats, puis on regarde c'est quoi la performance, sans être toujours nous au quotidien, devoir tout faire nous-mêmes parce qu'il n'y a personne qui peut le faire mieux que nous. Quand tu arrives à ce niveau-là, là, tu atteins un autre genre de niveau qui est le fun parce que là, tu vois la machine qui avance, puis ça n'avance pas toujours comme tu voudrais, là. Parce que moi, j'ai comme une vitesse, en fait, 2 vitesses. Vite puis très vite. Fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup de patience. Des fois, je vois des affaires qui traînent. Moi, j'aurais fait ça peut-être différemment, mais trust the process, tu sais, j'essaie de faire confiance. Puis ça me permet de pouvoir me concentrer sur d'autres projets comme le podcast, par exemple. Oui, exactement. Puis, tu sais, reconnaître ses forces puis de s'entourer des gens qui nous complètent, c'est exactement ce que tu viens de résumer. Puis, c'est tellement important. Puis, tu parles de visionnaire. Moi, ce que j'avais perçu en lisant un petit peu par rapport à ton frère, puis en écoutant, entre autres, l'entrevue que tu as faite avec lui, là, je le mettrai en commentaire, c'est super intéressant. Mais c'est ça, je le voyais plus comme un intégrateur, tu sais. Puis, dans le livre, je ne sais pas si tu connais le livre Rocket Fuel, mais je te le suggère, puis je le mettrai en commentaire aussi. On a fait ce processus-là de iOS. Oui. Rocket Fuel, on a lu tous les livres de iOS, Traction, et on a eu un intégrateur qui est venu ici, un genre d'intégrateur pour le processus, là. Donc, ça fait plusieurs mois, même comme 1 an qu'on est là-dedans. On a nos réunions L10 à chaque semaine. Fait que, ouais, moi, je suis rendu juste visionnaire, puis je ne suis pas responsable d'aucun département. Puis pour, on m'a dit juste, reste dans ton rôle. Ça a été dur pour moi de rester toujours dans mes bottines. Puis c'est pas parce qu'on vend des chaussures là, que je voulais faire un genre de drôle de... Mais ouais, de rester dans mon rôle. Donc, c'est difficile, honnêtement. Des fois, c'est dur sur l'ego. C'est dur quand on a une personnalité de vouloir s'impliquer, puis c'est dur des fois de déléguer, puis de faire juste confiance aveuglement quasiment, là. Oui. Bien, pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est super important. Dans le fond, rapidement, le duo VI, dans le fond, c'est le duo intégrateur visionnaire. En fait, dans le livre, ce que ça dit, c'est entre autres, Walt Disney n'aurait jamais pu exister comme on le connaît s'il n'y avait pas eu son frère, d'ailleurs, qui était vraiment plus intégrateur. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un dont sa force, c'est d'être visionnaire, créatif, communicateur, ingénieux, innovant. L'entreprise a besoin de ça, mais si l'entreprise n'est que ça, tu ne peux pas bâtir un empire. Ça prend le volet, justement, plus dans la rigueur, dans la structure. Ouais. Tu sais, on a fait le test pour voir c'est quoi notre pourcentage, parce que chaque personne, on a un peu d'intégrateur puis de visionnaire. Après avoir fait le test, j'étais 99% visionnaire. Tiens. 1%. Puis mon frère, c'était quasiment le contraire, mais là, peut-être 93%, 7%. Le gars qui a fait l'intégration ici, c'est Thierry. Son nom de famille m'échappe. Il m'a dit il n'a jamais vu comme un duo. Un duo de VI qui est aussi comme net et précis. Donc, il a dit si vous travaillez vraiment ensemble, là, sky's the limit parce qu'on a la parfaite balance entre les deux. Fait qu'effectivement, on est là-dedans à Catherine, puis ça m'a permis, moi, de faire des projets que les gens disaient, tu sais, c'est complètement fou, ça n'a pas d'allure. Tu sais, t'es qui pour lancer un podcast? Comme, c'est quoi le rapport? Tu vois? Ça n'intéressera pas personne. Tu sais, moi, j'ai toujours été celui qui a comme des idées un petit peu farfelues, des fois qui semblent comme avoir aucun sens, mais je pense que ça nous a donné une belle visibilité. Ça l'a fait parler définitivement
de notre famille, puis par la bande de nos affaires, right? Ça fait connaître notre entreprise. Fait que je pense que ça a eu ça a eu des bonnes répercussions, mais j'essaie de me concentrer sur ces nouveaux projets. Puis d'ailleurs, je te dis ça en primeur, on a un nouveau projet qui s'en vient. Ça inclut, dans le fond, ma famille, mon frère, moi et Marie-Pierre Morin. On s'est associé avec d'autres personnes, puis on lance un certain produit. Je ne peux pas t'en dire vraiment trop de détails, mais là, on a comme un genre de contrat d'exclusivité avec une grosse bannière. Fait que je suis vraiment excité de voir où est-ce que ça va nous mener, mais il faut être un peu fou pour des fois avoir ce genre d'idée-là, puis de projet, puis de penser qu'on est capable de le faire. Puis ça ne serait pas du tout possible sans l'intégrateur qui fait en sorte que les chiffres marchent, puis qui regarde le côté finance et tout ça. Moi, je suis absolument zéro. Oui, mais exactement. Puis, exactement. Ce que je veux dire, c'est exactement que l'entreprise a besoin, comme on avait mentionné, des 2 volets. Puis, le nouveau projet, merci pour ta primeur. On va suivre ça. On va rester à l'affût de voir, mais qu'est-ce que c'est? J'aimerais ça qu'on parle du projet, justement, Graines Espoir. Puis, en fait, tu parles dans les médias, tu as parlé de tes enjeux de dépendance. Tu as mentionné aussi, tu as rencontré Marie-Pierre Morin dans un des meetings aussi de suivi pour les gens qui ont des enjeux. Il est né de ça un projet fabuleux qui est Grains d'Espoir. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles, dans le fond, comment il est né ce projet-là? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je trouve ça absolument remarquable. Mais merci. Ça me touche que tu dis ça. En fait, durant la pandémie, j'ai décidé de partir mon podcast qui n'avait rien à voir sur le sujet de la dépendance, qui était un espresso avec Angelo. Et je me disais toujours, je devrais parler des vrais enjeux comme la dépendance. Et je trouvais ça un peu tabou. Je ne vous cacherai pas que j'étais gêné de parler de mon parcours personnel au début, mais j'aime ça connecter avec les gens, j'aime ça communiquer. Fait que j'ai parti mon petit balado pour le fun. Le producteur du podcast, celui qui m'a montré un petit peu le chemin, on a commencé à courir. On habitait comme pas loin, on a commencé à faire de la course à pied. Et à un moment donné, je vais dans une réunion anonyme, puis je rencontre Marie-Pierre Morin. Mais là, on ne s'est même pas parlé. J'ai juste comme vu, elle m'a regardé, je l'ai regardé, mais je n'ai pas fait « Hey, c'est Marie-Pierre Morin! » Je ne voulais pas avoir l'air d'un groupie. Le lendemain, je dis au producteur du podcast, Un espresso avec Angelo, je lui dis, écoute, à un moment donné, là, je vais avoir Marie-Pierre sur notre podcast. Puis les gens, quand j'ai dit ça, les gens ils devaient penser que j'étais tombé complètement sur la tomate. De comment une personne qui a été cancellée, qui a fait un retour, qui a essayé de faire un retour, puis ça a été un désastre, comment est-ce qu'elle va essayer de revenir, puis que sa première participation, ça va être avec toi, qui est un nobody dans l'industrie des médias, dans tout ça. Là, je suis comme, oh, watch me. I'm going to make it happen. Donc, j'ai bien placé mes pions. Puis, je l'ai abordé dans une réunion, puis je me suis comme placé de façon stratégique. À ce moment-là, j'ai quelques années de rétablissement. D'ailleurs, lundi, le 1er mai, je vais prendre un jeton de 5 ans de rétablissement parce que j'ai aussi mon parcours par rapport à la dépendance. J'ai fait 2 thérapies au pavillon Pierre Pellado, qui est une maison pour hommes, pour dépendance, alcool, drogue. Donc, tout ça pour dire, c'était une réunion justement qui est liée aux maisons Pellado parce que c'est tous les anciens qui se rencontrent le lundi. Donc, c'est ça, j'ai fait sa rencontre, puis j'ai dit comme qu'est-ce que je faisais. J'ai dit comme ce serait fun qu'on se rencontre, peut-être on pourrait faire une collaboration. Mm-hmm. Puis je peux dire que les gens de notre équipe ici, là, chez Rubino, au début, étaient comme mais ça va-tu? Pourquoi tu voudrais faire un partenariat, une collaboration avec Marie-Pierre? Nous, nos affaires, là, ils vont bien. Pourquoi on voudrait se mettre dans une controverse? Et moi, j'étais comme, oui, mais c'est pas pour cautionner rien, c'est juste parce que je pense que si Marie-Pierre fait partie d'un projet pour la dépendance, pour lutter contre la dépendance, c'est sûr que ça va faire parler. C'est sûr que ça va attirer beaucoup d'attention. Et ultimement, le but, c'était d'aider le plus de monde possible. Donc, on a commencé à parler. On n'avait aucune idée que ça serait comme un podcast, qu'il y aurait un produit. On a lancé un produit par la suite. Mais une des choses qu'on a faites, c'est, je lui ai dit, j'ai mon podcast,
un espresso avec Angelo, tu pourrais venir sur mon podcast et on pourrait jaser de la dépendance. Donc, elle a regardé les autres épisodes. Il y avait les gens de son équipe, son agent. Ils ont dit genre, waouh, c'est un beau produit. Puis ils l'ont dit genre, oui, ça ferait du sens, tu sais, d'aller sur une affaire là-dedans qui est comme plus low-key. Et qu'est-ce qui est le fun du podcast, c'est que c'est long form. Ouais. On a le temps de parler d'un sujet. C'est pas une entrevue de 10 minutes dans laquelle je dois essayer d'expliquer quelque chose en 10 minutes. Là, on a le temps d'aller dans le détail puis d'en parler. Fait qu'ils ont vraiment aimé cette idée-là. Puis j'ai dit, tu sais, en parallèle, on pourrait lancer notre propre balado qui parlerait exclusivement du sujet de la dépendance. Là, je n'ai pas de nom, je n'ai pas rien de produit. Son équipe, ils ont dit, ça serait le fun si on pourrait mettre de l'avant un produit qu'on vendrait et 100% des bénéfices, des profits seraient remis à la cause de la dépendance. Yes. À ce moment-là, il y avait la marche de la sobriété des maisons Pélado qui revient cette année au mois de juin. Ouais. Fait qu'on s'est dit que ça serait une bonne façon de commencer à lever des fonds pour ça. La marche de la sobriété, ça permet de payer des thérapies à des gens qui n'ont pas les moyens. Une thérapie, là, c'est rendu entre 4 500 à 6 500 $ pour 21 jours pour les gens qui ne savent pas. Exact. Fait qu'on a commencé à parler de ça. Oui, puis je me permets juste de mentionner pourquoi est-ce que je voulais qu'on en parle. Premièrement, je vais vous encourager. Grain d'espoir, ça, c'est le café que vous pouvez acheter. Je vais mettre les liens, s'il vous plaît. Encourager la cause, elle est extraordinaire. Tu sais, l'idée avec Grain d'espoir, c'est de sensibiliser les gens justement que la thérapie, elle est nécessaire pour les gens qui ont des enjeux de dépendance. Déjà, c'est difficile pour quelqu'un qui a ces enjeux-là de faire un premier pas pour dire j'ai besoin d'aide, puis je vais me commettre dans ce périple-là, dans ce cheminement-là pour m'en sortir. Mais c'est qu'en plus, c'est qu'il y a des frais immenses. Donc, moi, je suis touchée par ça. Ma sœur a fait des thérapies, elle a eu des enjeux de consommation. Malheureusement, elle en est décédée. Ça fait plus de 20 ans déjà. Puis, probablement qu'il y a un enjeu, tu sais, chaque situation est différente. Mes parents lui payaient les thérapies. Est-ce qu'elle était prête? Est-ce qu'elle était entièrement engagée? On ne le sait pas. Mais moi, ce qui me touche beaucoup, dans le fond, dans ton initiative, c'est qu'il y a des gens présentement qui sont prêts, qui ont des enjeux, qui sont prêts à y faire face, qui sont prêts à s'engager, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour aller chercher cette aide-là. Puis ça me touche énormément de voir que tu prends de ton précieux temps, que tu es allé chercher cette collaboration-là avec elle, que vous faites des épisodes de podcast justement pour venir démystifier puis parler. On parle avec quand même, vous parlez avec des gens quand même de renom qui sont quand même bien connus au Québec, qui dévoilent leurs enjeux aussi. Je trouve que ça défriche vraiment un sujet important, puis ça l'aide, puis ça soutient les gens. Fait que ce que je voulais, en fait, c'est te lever mon chapeau pour tes propres 5 ans, aussi, puis le fait que tu redonnes, que tu dis, ben moi, je vais quand même prendre cette notoriété-là et ces forces de communicateur-là que j'ai, puis je vais créer ce projet-là. Moi, ça m'inspire vraiment beaucoup. Fait que je te remercie. Wow! Ben, ouais. Écoute, ça me touche que tu me parles de ta situation personnelle parce que souvent, les gens, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la dépendance, ça touche bien plus de monde qu'on peut se le penser. Puis, il y a genre ce stigmate-là que c'est genre des ivrognes ou des gens qui habitent dans la rue. Mais il y a plein de gens dans la classe moyenne. Il y a plein de gens qui sont très fortunés, qui ont des graves problèmes de dépendance. Le fait qu'il y a plusieurs visages, dans le fond, à la dépendance. Puis nous, c'était ça notre premier travail. C'est que les gens disaient, oui, mais je ne suis pas un alcoolique. Je bois souvent. Quand je bois, je me saoule, mais tu sais, j'ai une job, j'ai ma maison, j'ai ma femme. Donc, il y avait comme ce genre de tabou. Tu sais, je sais pas. Les gens avaient des problèmes d'identifier aussi c'est quoi un dépendant, c'est quoi un alcoolique. Est-ce qu'un alcoolique, il faut que tu te lèves le matin puis tu prennes un shooter de vodka? Tu sais, c'est quoi la différence? Fait que nous, on était comme, on va en parler ouvertement puis honnêtement de nos parcours. Puis tu sais, tu as dit, on a reçu des personnalités connues. On a reçu aussi des gens qui n'étaient pas du tout connus du public. Puis ça, c'est une affaire qui est importante pour moi parce que les gens étaient comme, ouais, mais c'est toujours les parcours de rétablissement, là. Peu importe que tu sois connu ou non, les gens adorent voir une personne qui est tombée, qui s'est relevée. Genre, ces histoires-là, c'est juste magique. Peu importe si tu t'es relevé d'une dépression, tu t'es relevé de peu importe quel genre de type de maladie, c'est exceptionnel. Fait que moi, j'étais comme, il faut les mettre de l'avant, ces histoires-là. Parce que c'est un miracle. Quand tu réussis à être en rémission d'une dépendance, c'est un miracle. Moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas pris un verre. C'est un miracle pour moi. Fait que pourquoi pas le partager ouvertement? Pourquoi je devrais être gêné
sais, pourquoi je devrais... Si je suis diabétique, je vais le dire, oui, je suis diabétique. Il n'y a personne qui va me juger. Le problème, c'est que les gens jugeaient les dépendants parce qu'ils se disaient, oui, mais c'est toi qui as choisi de consommer. Ils ne voyaient pas l'aspect que c'est une maladie. Je n'ai pas choisi de consommer. À un moment donné, c'est rentré dans ma vie puis je n'étais plus capable d'arrêter. Ouais. Il a fallu que j'aille. Puis là, après ça, c'était aussi de dire, bien, il y en a aussi des ressources. On a commencé à parler des fraternités, on a commencé à parler des différentes thérapies, des différentes façons. On n'a jamais dit, il y a une façon qui est mieux qu'une autre. Nous, on accepte toutes les façons des gens. Là, il y a des gens qui n'aimaient pas ça qu'on parle de fraternité anonyme. Il y a des gens qui n'aimaient pas ça qu'on parle. Mais nous, on parle de tous les sujets, peu importe ta façon. On a reçu Danny Saint-Pierre. Il n'a jamais fait de thérapie, il n'a jamais fait aucun meeting, il n'aime pas ça. Lui, il se rétablit tout seul, puis ça fait X nombre d'années qu'il n'a pas consommé. On l'a rencontré parce que c'est intéressant de voir les différents parcours de rétablissement. Après, il y a ta façon de te rétablir et c'est de communiquer ça pour dire aux gens, il y a tellement de façons. L'important, là, c'est prends pas ton premier verre. Prends pas ta première consommation. Juste pour aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est super important pour moi quand même de souligner, parce qu'on parle d'entrepreneuriat ici, là, tu pourrais être entièrement comblé dans ton rôle de VP chez Rubino, tu as en masse de quoi t'occuper là, tu as des projets connexes et tout. Je vais juste souligner que quand on décide, quand on est à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, puis en quoi on veut contribuer, ça fait de la magie. Puis c'est les entrepreneurs comme toi, tu sais, qui décident de faire des projets comme ça, connexes, qui changent le monde. Tu sais, tu contribues vraiment réellement à des parcours de vie qui vont être complètement transformateurs pour plein de gens. Tu sais. Fait que vraiment, encore une fois, je te lève. Mais attends une minute. Il faut que je te dise que le projet Grain d'espoir, de façon égoïste, là, la personne que ça l'aide le plus, c'est moi. Parce que ça m'a gardé aussi sur un certain chemin de rétablissement. Il a fallu que je prenne soin de moi pour être sûr que je puisse continuer ce projet-là. Donc, c'est sûr que ça me garde, ça m'aide énormément. Le fait que les gens aujourd'hui, ils viennent beaucoup vers moi, me parler. Quand toi, tu me parles de ton problème, ben, ça m'aide à moi aussi. Donc, si je t'aide, ben, je m'aide aussi moi-même. Hier, j'étais allé avec mon ami dans un magasin. J'étais dans un magasin à Laval par rapport. Il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant, Monsieur Rubino, oui. En passant, moi aussi, j'étais un ami de Bill et Bob. Ça, c'est comme lingo de je suis un membre d'une fraternité. Wow! Ça fait 10 ans que je me rétablis. Wow! Félicitations! J'écoute tous les épisodes. Tu sais, ça, là, ça me donne la force de vouloir continuer. Là, tu sais, ça me donne l'énergie de continuer d'être dans mon rétablissement puis de continuer à m'impliquer. Fait que, tu sais, je trouve que tout ça, ça m'a donné une raison d'être qui me manquait. Il me manquait une vraie, tu sais, un purpose. J'ai toujours cherché mon why de qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète Terre. Ça se peut-tu que mon rôle, c'était ça, de transmettre ce message-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu avais nommé quelqu'un. Oui, tu avais nommé dans une entrevue, tu avais dit que ça t'a permis de mettre le doigt sur l'importance d'être quelqu'un pour quelqu'un. Comme quoi, c'est ça, ça te donnait justement ce sens-là. Je me permets de faire un rapprochement entre le parcours de rétablissement puis l'entrepreneuriat. Évidemment, avec tout le respect pour ceux qui sont dans ces parcours-là, mais je trouvais qu'il y avait quand même des similitudes, puis on peut commencer à terminer l'entrevue. Là, je vois le temps qui passe, ça va vite, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu sais, l'importance du mindset, l'importance de notre discours interne. Tu sais, qu'est-ce qu'on se dit quand personne nous écoute, là? Comment c'est important dans le rétablissement, autant que l'entrepreneuriat aussi, super important de prendre soin de son état mental. L'importance d'être entouré de gens qui nous comprennent, qui nous soutiennent, d'avoir des gens de confiance à qui on peut dire « Écoute, moi, je pense que là, ça va peut-être un peu moins bien. » Est-ce que tu vois ces parallèles-là? Est-ce que tu prends un peu ce que tu as appris dans tes rétablissements puis que tu as amené ça un peu dans l'entrepreneuriat aussi? Complètement, entièrement. Dans le fond, j'ai appris à vivre grâce au rétablissement. Donc, je l'applique à la maison, au travail, peu importe, dans tout. On le dit, hein, dans tous les domaines de ma vie, ça a amené un changement incroyable. De un, là, j'étais rempli de peur. J'ai l'impression de ne plus avoir ces peurs-là. Je suis capable aujourd'hui de demander de l'aide. Tu sais, souvent, l'entrepreneur, là, quand ça va mal, il ne demande pas d'aide puis il essaie de le faire tout seul. Je m'entoure de gens qui sont positifs. Tu sais, avant, je m'entourais de gens qui me ressemblent, right? Ceux qui se ressemblent, ça semble. Aujourd'hui, j'essaie d'être entouré de gens qui réussissent, qui sont bien dans la vie, qui ont trouvé cet équilibre-là. Ces gens-là m'inspirent, puis j'essaie de les inspirer. Les 5 personnes qui t'entourent le plus,
c'est eux qui vont avoir le plus d'impact dans ta vie. Fait que tout ça, autant que tu te lances en affaires, ben, essaie de te coller sur des gens qui réussissent bien. Peut-être qu'eux autres, ils vont pouvoir t'aider puis t'inspirer à réussir encore mieux. Puis des fois, d'éviter de recréer peut-être les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Fait que tout ça pour dire, c'est exactement la même chose. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que pour moi, c'est comme si je ne trace plus la ligne entre les deux. C'est comme rendu une chose. Voilà. Wow! Ça, c'est vraiment génial. Tu as vraiment intégré c'est ça, ta vie personnelle, professionnelle, ton parcours à toi, puis ton parcours entrepreneurial, tu sais, ça fait un. Bon, dans mon jargon, j'appelle ça l'alignement 360. On en reparlera. mais je trouve ça beau. Ça fait de la magie quand on est là. Tu sais, on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève, on a le purpose, justement. On amène ça dans l'entreprise, on redonne. L'énergie est à bonne place là, quand on est dans cet endroit. Ah, mais juste d'être optimiste avant, là, je voyais tout négativement. Aujourd'hui, je suis capable de dire, bon, le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Je vais essayer de focusser sur les choses qui vont bien. Avant, il y avait 99 affaires qui allaient bien, il y avait une affaire qui allait mal. Toute la journée, je focusais sur cette chose-là qui allait mal. Aujourd'hui, bon, on s'est fait voler 33 000 $ par un de nos employés de confiance. C'est tough, là, quand tu t'es fait voler, mais j'essaie de focuser sur les autres affaires qui vont bien. Fait que, tu sais, ça m'aide dans tous les domaines de ma vie. La seule chose, c'est j'aurais aimé ça connaître ce mode de vie-là avant. Fait que c'est pour ça, Catherine, que nous, on le partage puis on en parle ouvertement parce que peut-être ça va planter ou ça va semer la graine à quelqu'un qui est plus jeune, qui va comprendre avant, ou même si tu es plus vieux, peu importe. Mais tu sais, j'ai 37 ans aujourd'hui. J'aurais aimé ça comprendre ça à 27. Je me serais sauvé un méchant tour de carrosse. Ouais. Oui, mais là, ça fait de toi la personne que tu es présentement, c'est sûr. Hein? Dis-moi, pour terminer, on célèbre donc tes 5 ans sous peu de sobriété. Tu as nommé aussi dans une entrevue que c'est une de tes plus grandes fiertés. Oui, la sobriété, d'avoir trouvé des passions aussi à travers le rétablissement. Si on se projette dans un prochain 5 ans, tu regardes en arrière, tu sais, de quoi tu as envie d'être fier? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Puis que quand tu te projettes dans 5 ans, tu te dis, ouais, c'est de tout ça que je veux être fier. Ouais. J'essaie de vivre dans le moment présent puis de profiter de ce que je vis aujourd'hui. Je sais que demain n'est pas promis à personne. J'ai arrêté de vivre pour oui, mais à un moment donné, puis j'essaie de vivre mes rêves. Je ne me mets plus de limites parce qu'on dirait qu'avant, j'attendais toujours pour quelque chose. J'avais peur, comme je te dis, peur que ça arrête, peur que j'étais rempli de peur. Donc, la meilleure chose, c'est juste profiter de ce moment-là. Comme aujourd'hui, je sais que j'ai l'air de bouger parce que j'ai un petit peu de trouble d'attention, là, mais je suis à 100% dans cette discussion-là que j'ai avec Catherine. Je ne suis pas en train de penser à tantôt qu'est-ce que je dois faire. Encore moins dans 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Tu sais, pour moi, c'est comme loin. Je profite de ce que j'ai. J'essaie de rester dans la gratitude. J'essaie de faire mes gratitudes à tous les jours. Je pense que je suis privilégié dans la vie. Fait que je veux juste continuer à redonner, transmettre le message. Pour moi, si ça peut conduire de cette façon-là, ça peut être un fleuve tranquille, ça va être bien parfait. Je ne veux pas plus ou moins, juste rester comme ça, je vais être bien. Je me souhaite de trouver cet équilibre-là, de continuer à le trouver et d'être un bon papa, un bon modèle, être un bon exemple pour Vincenzo et Tiffany, qui sont mes 2 enfants. Merveilleux. C'est vraiment touchant. Je vais terminer en faisant une petite pub importante. Je vais mettre les liens en commentaire. Ça sent tellement bon chez nous. Le café Grain d'Espoir, dans le fond, c'est 20 $ le sac. On va vous mettre le lien si vous voulez les commander. Les profits s'en vont justement pour payer des thérapies à des gens qui ont envie de changer leur vie, qui sont prêts, mais qui n'ont peut-être pas les moyens d'investir en eux. Fait que voilà, fait que nous, on boit du café, puis eux peuvent se rétablir. C'est pas magique, ça? C'est merveilleux. Oui, je vais avoir un nouveau café aussi qui s'en vient bientôt. On a commandé du café d'Italie, qui est vraiment du café espresso en grains, qui s'en vient dans un sac qui va être un peu différent. Fait que je suis vraiment excité. On essaie de développer des nouvelles gammes de produits. Puis l'objectif, c'est toujours de remettre plus. L'année passée, on a été capable de remettre 150 000 $ à 3 organismes. Fait que tu sais, c'est parti de rien. Je souhaite que ça continue. Fait que c'est sûr que je suis chanceux parce qu'on a eu des collaborateurs puis des contributeurs incroyables. Nous, on a des fournisseurs. Fait que, ils nous ont vraiment appuyés quand ils ont vu surtout que ça touchait la famille Rubino personnellement.
ça les a comme touchés. Alors, tu sais, autant nos banquiers, nos assureurs, les fournisseurs dans l'industrie de la chaussure, tout le monde a mis un peu l'épaule à la roue. Donc, le café, c'est une des façons. Il y a aussi le gala qu'on organise à chaque année. Donc, ça a permis de lever aussi des fonds. Fait que j'essaie de continuer et d'aider le plus de monde possible. Je vais être à la Marche de la sobriété le 10 juin. Si vous allez sur Google et vous tapez Marche de la sobriété des maisons Pellado, vous allez tomber sur les liens. Fait que si vous ne voulez pas acheter du café, c'est bien correct. Vous pouvez faire un don directement. Anyways, nous, l'argent qu'on fait, on le remet directement aux maisons Pellado, le Rucher et le Nouveau Point de Vue qui est à Lanoret. C'est 3 maisons de thérapie. Donc, vous pouvez aller puis faire un don de 10 $, 5 $, 100 $, peu importe. Il n'y a pas de don qui n'est pas suffisant. Et cet argent-là, la seule garantie qu'on a, c'est que ça va pour aider une personne qui n'a pas les moyens et qui est prête à aller en thérapie. Des fois, ils ont juste 500, 600, 700 $, donc ça permet de top it off. Donc, c'est un support financier qu'on donne à des gens qui sont prêts à aller en thérapie. Ça a permis d'aider des dizaines de personnes. J'ai des gens qui ont bénéficié de l'aide financière, qui sont venus me voir, qui aujourd'hui ont 3, 4, 5, 6 mois de rétablissement. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on ne pourrait pas avoir, de voir une personne qui se rétablit, qui dit merci, c'est en partie grâce au fond que j'ai eu à travers Grain d'espoir. Fait que ça, c'est magique. Absolument, tellement. Angelo, je te remercie énormément. On invite les gens à aller magasiner leurs chaussures d'été, hein? Chez Rubino Chaussures, en ligne aussi. On invite les gens à soutenir Grain d'espoir aussi en allant acheter du café. Je te souhaite de nombreux beaux grands projets connexes d'impact comme tu le fais. On continue de suivre l'entreprise, de suivre tes projets aussi. Je te remercie encore une fois. Les commentaires que j'ai vus passer, un bel entrepreneur, un bel humain en arrière de l'entreprise. Félicitations pour tout ton parcours et longue vie à ton parcours entrepreneurial aussi. Wow, merci. On se reparle bientôt. Excellent. Merci à toi. Bye bye. Bye.